Le terme parent désigne traditionnellement tout membre de la parenté, ascendant ou descendant, frère, sœur, cousin, cousine, neveu, nièce, oncle, tante. Mais dans un sens beaucoup plus restreint, le père et la mère d'une personne, c'est-à-dire ses parents au premier degré. Et c'est à ces deux figures de personnes qu'elles nous allons nous intéresser aujourd'hui dans le concept de vie. Chers téléspectateurs et téléspectatrices de Culture Dev, bonjour, très ravi de vous retrouver pour ce tout premier numéro de votre émission Concept de vie. Concept de vie, c'est votre émission d'éducation, d'information, de culture. C'est le moment idéal pour apprendre et partager avec vous des sujets intéressants. Aujourd'hui, dans Concept de vie, je ne suis pas seule. J'ai à ma compagnie un invité. Il s'agit de Monsieur Maxime Ouba. Bonjour Monsieur Maxime Ouba. Bonjour Leïla, comment vas-tu? Je vais bien chez vous. Ça va très bien, grâce à Dieu. Alors, vous êtes sociologue de formation, vous êtes également écrivain. Dites-nous un peu en quoi consiste votre métier de sociologue. En tant que sociologue, nous, on dit que ce que le médecin est pour l'homme, le sociologue l'est pour la société. Et moi, j'ai décidé de m'intéresser un peu plus à la plus petite cellule de la société qui est la famille. Et j'accompagne notamment les parents à être meilleurs pour leurs enfants et j'accompagne aussi les enfants à répondre aux attentes de leurs parents. Et nous parlons de leadership parental. Pour en venir donc aux parents, nous dirions que les parents sont ces personnes-là qui donnent vie à l'enfant, mais pas que seulement. Et justement, pour en apprendre davantage sur eux, nous sommes allés à la rencontre d'un couple de parents qui ont bien voulu partager avec nous leur expérience, leur vécu en tant que parents. Nous vous proposons donc de suivre les détails dans cet entretien. Yom pisna se la tonne le baba la tonne pama kamba ayopoi la anasen le taba bene tondo royin sawa pam paka tagaram ti pipijula ya wonam nan ko haliga leketem ti karma han karma sawa e biga shakla ba ne wonam bonjour dat biga ya rogum baraka wonam hum barki kada ti yam pam bila bi fo han dogansa fo ndogawa ayilla be fo ju akala fi fo nange sa ala fi wayelle arakin bele be da jagal bi ga ko ba pa zeme fo na yela galame fo han nan do bi le fo 15 ans umparogaso bala fo han doga bala abeza mana bala fo katwe ingesa yele me fo patwe nsagala man wotura man wotoye aya zulera bala ananti mana bumninga sinka tokodo mana ya shoyibo hinsakde bebe himpasakde bebe dalinda bawa nimawa nawuni biga ti woto kamande da woto mandam ti biga sa yam saba abitani yam kan yikde mo wa bangi ti wo kishemi da wa sakdam rewa biyi bila da kiblugu bala zamana se apana nae la base fumi saman fo ontoya ni la talwere kwa mayinga talwere mpoka ngwate jemes la fumi wilga hansakde biga ha wa banga di yamen biti woto woni ga biga ta banga ba lama ba wala mo pore de banga kasma sin yida yimla kusan do bita awami somala wannan bake ya wakar kan la fo singa da soglo balare ko hangom ne wumdom o wudi de la me te nersa on vui pupilem poa pupilem mohil pupilem yati wasan vui pupilem poa anya da fo vuima. Alors, Monsieur Ouba, nous venons de suivre ensemble cet entretien. Quelle analyse vous en faites en tant que sociologue, surtout que vous êtes parent également? Je dois d'abord dire que ce sont des personnes qu'il faut féliciter.
Comme nous l'avons dit dans notre premier ouvrage, nous avons dit être parent, c'est à la fois une opportunité et une responsabilité. Et ces parents méritent qu'on les encourage. Parce que plus nous avançons, plus nos sociétés se mélangent, être parent devient un défi. Et là, nous avons vu des parents qui sont en train de relever un défi et ils méritent vraiment que nous les félicitons pour cela. Parlant de défis, quels peuvent être des enjeux pour des parents? En tant que parent, le premier défi, d'abord, c'est la vie à deux. Et lorsque nous avons maintenant la grâce de devenir parents, parce qu'il est dit que l'enfant est un don de Dieu, en ce moment maintenant, nous devons ensemble, j'insiste sur le mot ensemble, père et mère, nous allons revenir là-dessus pour ceux qui sont seuls à éduquer leurs enfants. Père et mère, nous allons nous donner cette mission de réussir la croissance de cet enfant qu'il faut accompagner, à grandir, à nous ressembler et à ressembler aussi à cette société dans laquelle il devra s'intégrer. Les enjeux aujourd'hui en tant que parents, c'est à la fois réussir à leur transmettre les valeurs qui sont nôtres et aussi les aider à s'intégrer dans une société. Parce que nous avons des valeurs que nous voulons transmettre à ces enfants, mais nous ne devons pas oublier que ces enfants devront vivre en société. Donc le premier défi, c'est ça. Et au-delà de la vie en société, nous avons aujourd'hui certaines valeurs, supranationales, telles que le patriotisme, telles que le panafricanisme aujourd'hui, qui aussi sont devenus des enjeux qui doivent intégrer l'éducation de nos enfants. D'accord, mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est s'il y a un prototype ou, je dirais, un modèle de parentalité qu'on doit suivre pour être un bon parent. Modèle, oui, mais pas de moulage ou de formatage pour obliger tous les parents à avoir un style type de famille. Parce que déjà, nous avons les familles recomposées. Nous avons souvent des familles de cultures différentes. Par exemple, toi et moi je suis de la région de l'Est, toi tu es d'une autre région du Burkina Faso. Nous avons souvent aussi des parents de l'Afrique, de l'Europe ou encore des États-Unis. Donc tous ces éléments sont à prendre en compte. Mais le défi, ce qui doit être commun à toutes les familles, c'est l'engagement et du père, et de la mère, et de la société, et aussi de l'État, parce que l'État aussi a une responsabilité lorsqu'il s'agit de rendre nos familles fortes, parce que les nations fortes sont composées de familles fortes. À quel moment pouvons-nous donc dire qu'on a réussi en tant que parent ou qu'on a accompli son rôle de parent à la perfection? La dernière fois, on disait à des parents, il est bon de préparer l'avenir de l'enfant, mais il est meilleur de préparer son enfant pour l'avenir. Moi, je crois qu'on a réussi lorsque d'abord, on transmet les valeurs à l'enfant. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on aide l'enfant à devenir meilleur que nous. Ça aussi, c'est un autre défi. Tu sais que tu as réussi lorsque tu vois que l'enfant te ressemble et aussi lorsque tu vois que l'enfant est capable de relever les défis que toi, tu n'as pas réussi à relever. Moi, c'est les deux éléments que je vais prendre en compte. Et aujourd'hui, j'insiste là-dessus, lorsqu'il est un très bon citoyen, là aussi, c'est une mesure du niveau de réussite de l'éducation de nos enfants. Je peux donc dire qu'avec vous, nous allons tous apprendre ici à être de bons parents. Nous apprenons l'un de l'autre. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est s'il y a plusieurs types de parentalité. On entend parler de monoparentalité, on entend parler de famille recomposée, dont vous aviez fait cas dans votre intervention précédente. Oui. Pouvez nous en dire davantage? Oui, vous savez, aujourd'hui, lorsqu'on parle de figure paternelle et de figure maternelle, ce n'est pas forcément le géniteur et la génitrice. Vous avez aujourd'hui parmi nous des gens qui ont pour figure paternelle leur grand-père. Vous avez d'autres qui ont pour figure paternelle un oncle et d'autres même qui ont pour figure paternelle leur grand frère. Ce qui compte, c'est que chacun de nous, dans notre croissance de l'enfance à la jeunesse en passant par l'adolescence pour arriver à l'âge adulte, que nous puissions avoir des hommes de qui nous allons tirer de l'inspiration, des femmes de qui aussi nous allons tirer une autre forme d'inspiration afin que nous soyons complets. Sachez une chose, lorsqu'un homme
n'est éduqué que par des hommes, il sera en partie déséquilibré. Lorsqu'un homme n'est éduqué que par des femmes, il sera aussi déséquilibré. De même que pour la jeune fille. Nous avons tous besoin. Là où nous devons être prudents, je ne dis même pas être prudents, que nous devons refuser, c'est ce que certains veulent nous imposer, notamment les familles composées que de femmes qui ont décidé de vivre comme un couple. Là, ce n'est pas une forme de parentalité. Pour moi, c'est de la dérive parentale. Mais pour ce qui concerne les types de parentalité dont vous avez parlé, au-delà de la monoparentalité, en sociologie, nous appelons cela la famille nucléaire, c'est-à-dire père, mère et enfant. Nous avons chez nous, c'est notre culture, et nous l'assumons, la polygamie. Il y a père, mère, mais aussi il y a marâtre. Voilà. Là aussi, c'est quelque chose que nous devons prendre en compte et le vivre avec, l'accepter et éduquer nos enfants à être des frères sans voir le fait qu'ils ne sont pas de même mère. Et vous avez d'autres cultures encore où plusieurs foyers sont dans la même concession. C'est une autre forme de parentalité que nous devons prendre en compte en Afrique. Même si les lotissements et l'urbanisation ne permettent plus ces grandes concessions, nous devons aussi prendre cela en compte. Et ça aussi, c'est une autre forme de parentalité. Et vous avez parlé aussi de la monoparentalité, que ce soit des parents séparés ou encore des parents. Nous avons aujourd'hui beaucoup de victimes du terrorisme. Les mères meurent avant les pères ou les pères meurent avant les mères. Là encore, c'est un défi que nous devons relever et aider ces femmes qui élèvent seules leurs enfants, parce qu'elles sont souvent les plus nombreuses, seuls leurs enfants à se considérer mères et parents à part entière. Donc, voici ce que nous pouvons dire. Il l'a dit et vous l'avez entendu. En effet, à côté de cette parentalité unique que l'on vient de voir dans l'entretien précédent, il existe des personnes qui élèvent seuls leurs enfants. Cette situation peut être due à des maternités hors mariage, qu'un conjoint décède ou que des partenaires décident de se séparer. Les sociologues estiment qu'il est important d'examiner comment apparaissent les familles monoparentales et quelles sont les difficultés auxquelles elles font face. Et c'est ce que nous allons voir dans cet entretien avec Zalissa Yabré. Je suis mère célibataire de 2 enfants, une fille de 7 ans et un garçon de 5 ans. Le papa des enfants, il n'est plus, raison pour laquelle je me suis retrouvée seule avec l'éducation des enfants. Mes parents aussi, vu que mon âge n'est pas avancé, ils ont jugé nécessaire que je continue mes études tout en élevant mes enfants à la maison. Donc même si le papa n'est pas là, je fais du mieux que je peux. J'essaie de leur donner l'amour qui manque, j'essaie de compenser le vide de leur père. Comme je vis toujours chez mes parents et j'ai la chance que mon papa est toujours là, mes enfants le considèrent aussi comme leur père. Donc je peux dire que grâce à lui, l'amour paternel n'est pas en manque chez eux. Ils le ressentent fortement. Avec les études, j'ai pas trop le temps. Mais les week-ends, vu que leur papa n'est pas là, je fais de mon mieux pour ne pas qu'ils sentent le manque. Souvent, je les aide avec leurs petits exercices. Je fais de mon mieux pour les offrir des petits cadeaux pour qu'ils sentent vraiment qu'il y a une maman dans leur vie. L'idéal pour la société, c'est d'avoir un père et une mère dans la vie d'un enfant. Je sais que j'ai un grand rôle à jouer dans leur vie, raison pour laquelle je continue mes études, je continue d'aller à l'école, pour que demain, je puisse subvenir à leurs besoins en tant que mère. Bon, vu que je suis toujours jeune, oui, je prévois plutôt de fonder une famille à l'avenir. Mais bon, pour le moment, je me focalise sur eux. Mais oui, je prévois de fonder une famille à l'avenir. Alors, je rappelle que nous sommes en compagnie de M. Maxime Ouba. Il est sociologue de formation et il est notre analyste sur ce plateau, ou lieu de l'expert si vous voulez. Monsieur Maxime Ouba, nous sommes à vous une fois de plus. Nous avons suivi ensemble cet entretien de Zalissa Yabré. Quelle interprétation faites-vous donc de cette situation? J'ai été à la fois touché par la bravoure de cette petite sœur, mais aussi par l'état d'esprit de son père, qui a accepté que sa fille revienne à la maison pour qu'il l'aide à éduquer ses enfants. C'est vraiment admirable. Déjà, nous pouvons voir que notre société a évolué. Parce qu'avant, après que Zalissa ait perdu son mari, c'était automatiquement du lévira. Elle allait être amenée à épouser soit un frère, petit frère, grand frère, ou encore cousin ou un parent proche de son mari défunt.
Mais aujourd'hui, vous voyez que la société permet que Zalissa revienne en famille. Donc la première interprétation, c'est ça, c'est l'évolution des perceptions du mariage. L'autre élément aussi qui mérite d'être notifié, j'ai aimé l'état d'esprit, le niveau de maturité de Zalissa. Parce que là, vous voyez que non seulement elle ne prend pas cela comme une fatalité, et surtout ça, j'ai aimé, elle reste ouverte à la perspective de reconstruire un foyer avec un autre homme. Et j'espère aussi, et je le crois, que les hommes sont aussi de moins en moins réfractaires à épouser des jeunes mamans pour constituer de nouvelles familles. D'accord, mais cette situation n'a-t-elle pas un impact négatif sur l'éducation des enfants, puisque on voit là une maman, il n'y a pas de papa, mais à la place, il y a un grand-papa. Oui. Est-ce qu'ils vont jouer, le grand-papa saura jouer le rôle du papa, et est-ce normal pour des enfants peut-être de grandir comme ça? Y aura-t-il pas de différence entre ces enfants-là et des enfants qui ont grandi avec leurs deux parents? Vous savez, ça, ce n'est pas seulement en Afrique. Très souvent, vous allez voir que les grands-parents chérissent plus leurs petits-enfants que leurs enfants eux-mêmes. Donc ici, je ne crois pas qu'il y aurait un problème d'affection. Peut-être qu'à un moment donné, je regarde plus loin, il peut peut-être avoir des problèmes d'attachement trop forts à susciter de la compétition avec leurs jeunes oncles si le grand-père a de jeunes enfants aussi. Mais à ce niveau, en Afrique, généralement, il n'y a pas du tout de problème. Ces enfants-là, ce qu'ils risquent même peut-être, c'est qu'ils soient surprotégés. Parce que grand-père ne gronde pas, alors que papa, lui, il allait éduquer en grondant et grand-père, lui, gronde rarement. C'est le seul risque que je vois. À part cela, pour moi, il n'y a pas de problème à ce niveau. La figure paternelle, elle sera bien représentée par le grand-père, en attendant qu'ils aient peut-être un beau-père qui va accepter pleinement de les prendre comme ses propres enfants. Donc, vous êtes en train de nous faire comprendre que la monoparentalité n'est pas un risque social. Non, loin de là. Loin de là. Parce qu'aujourd'hui, ces enfants, ils grandissent avec un désir ardent de relever le défi que leur maman est en train de relever en étant monoparentale. Tout ce que la maman ne doit pas chercher à faire, c'est se victimiser. Elle doit tout faire pour que ces enfants-là se considèrent comme des enfants pleins. De temps en temps, leur dire, votre papa n'est pas là, mais sachez une chose, votre papa vous aimait. Votre papa n'est pas là aujourd'hui, mais grand-père est comme votre papa. Et à nous aussi, hommes, lorsque nous avons nos belles-sœurs qui sont dans cette situation, que sans, avec arrière-pensée du Lévira, que nous puissions jouer ce rôle de père-là auprès de nos neveux qui n'ont plus notre frère comme père. Ça aussi, c'est important. D'accord. Et qu'est-ce qu'on peut donc retenir comme enseignement dans la situation que vit Zalissa Yabri? C'est juste dire qu'aujourd'hui, nous avons de plus en plus de Zalissa, c'est-à-dire des mères qui ont perdu leur époux et se retrouvent seuls avec leurs enfants. Il faut qu'il y ait de plus en plus de pères comme le père de Zalissa. Et aussi, de notre part, que nous les jeunes, nous soyons de plus en plus ouverts. Et là, si tu permets, je vais attirer l'attention des belles-mères. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes, lorsqu'ils veulent se marier et qu'ils amènent à la maison une future belle-fille qui a déjà des enfants, papa même ne se plaint pas, c'est la belle-mère qui se plaint. J'aimerais vraiment attirer l'attention des belles-mères de ce côté, qu'elles fassent preuve de solidarité féminine et qu'elles acceptent pleinement comme belle-fille lorsque leur fils vient leur présenter une jeune maman comme future épouse. Je retiens donc qu'il y a plus en plus de Zalissa, c'est-à-dire mère célibataire ou père célibataire, parce que mère célibataire, oui, mais il y a également des pères célibataires dont on parle rarement, parce que quand on parle de la monoparentalité, on voit plus la maman avec l'enfant, puisque les enfants sont plus attachés à la maman, alors qu'il existe également des pères célibataires. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce modèle de... Là encore, vous avez une injustice dont sont victimes les femmes.
et nous travaillons aussi à la réparer, aussi bien dans nos discours que dans ce que nous faisons comme formation et accompagnement. C'est qu'aujourd'hui, lorsqu'un homme perd sa femme, à peine 2 ans après, il se marie. Et quand il ne se marie pas, on lui demande, mais attends, qu'est-ce que tu attends? Mais lorsque c'est une femme qui perd son mari, 2 ans, 3 ans après, quand elle veut se marier, on lui demande, tu es pressé, pourquoi? Ça aussi, c'est quelque chose qui n'est pas bon. Ça fait qu'on voit de plus en plus de mères célibataires. Moi, ce que j'aimerais dire aujourd'hui aux mères célibataires, ne soyez pas gênés de reconstruire votre vie. C'est votre droit. C'est votre droit de vous remarier. C'est votre droit de chercher à vous reconstruire. Pas pour remplacer celui qui est parti, mais pour qu'un autre homme vienne continuer l'œuvre qui s'est brutalement arrêtée. Moi, c'est ce que je peux dire aujourd'hui aux mamans célibataires. Ne soyez plus gênés de vous remarier. Alors, je le disais en début de mission que M. Maxime Rouba, il est non seulement sociologue, mais également écrivain. Et parlant d'écriture, parlant d'ouvrage, il a justement évoqué le cas de l'éducation et de la parentalité dans l'un de ses ouvrages. Pouvez-vous nous dire davantage? Effectivement, en tant que sociologue, nous considérons que le thème de la parentalité est vraiment essentiel. Et nous avons parlé de cela dans notre premier livre titré « À qui vais-je te comparer ?», qui aborde le thème du rôle de l'enseignant et de la responsabilité des parents dans l'éducation de nos enfants. Parce que nous considérons ces 2 acteurs-là sont ceux qui vont aider le Burkina Faso à avoir des familles fortes, parce que les nations fortes sont composées de familles fortes. Je pense que le message est très bien passé et nous nous acheminons tout doucement vers la fin de cette émission. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci d'avoir répondu présent à l'appel. Je veux simplement dire, chaque fois que tu as besoin de moi, je t'appelle maintenant petite sœur puisqu'on parle de famille, chaque fois que tu as besoin de ton grand frère, tu peux me faire appel. Je crois qu'aujourd'hui, c'est un deuxième front. Après le front du combat, le front qui nous attend, c'est le front de la famille. Et sur ce front-là, il faut que nous soyons tous des combattants pour que nos familles ne sombrent pas. À vous qui nous avez suivis, merci beaucoup. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro, un nouveau sujet de concept de vie. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.